Bonjour, je suis le docteur Chloé Comarmont. Nous sommes ici à l'hôpital Lariboisière dans le service de médecine interne où nous prenons en charge les patients avec des maladies auto-immunes et inflammatoires systémiques. Je suis ravie que la filière FI2R m'ait invitée à vous parler de grossesse au cours de la maladie de Takayasu. Donc, quelques rappels sur la maladie de Takayasu, qui est une des deux grandes vascularites touchant les gros vaisseaux. Donc, la maladie de Takayasu qui atteint surtout des patientes en âge de procréer, d'un âge jeune. Et la deuxième vascularite des gros vaisseaux, c'est l'artérite de Horton, qu'on connaît mieux parce que plus fréquente, mais qui n'a pas du tout les mêmes caractéristiques épidémiologiques, puisqu'elle touche principalement, c'est une des vascularites les plus fréquentes à un âge plus âgé chez des sujets de plus de 50 ans. Donc la grossesse au cours de l'artérite de Horton, vous ne la verrez pas. Quelques rappels épidémiologiques sur la maladie de Takayasu. Elle touche 7 femmes pour 3 hommes, donc un sexe ratio évidemment très en faveur d'une atteinte féminine. Et l'âge de début de cette maladie, ce sont des femmes qui ont entre 20 et 40 ans, cette maladie pouvant toucher également des patientes à un âge plus pédiatrique, à l'adolescence par exemple. L'incidence est très rare puisque ça touche 3 par million d'habitants. Les patientes sont en général originaires plus fréquemment du pourtour méditerranéen, de l'Asie du Sud-Est, Inde, Moyen-Orient. Ici, vous suivez les routes de la soie qui nous mènent en fait au pays natal du docteur Takayasu, qui est un médecin japonais, qui est un des premiers à avoir décrit cette maladie chez une jeune patiente de 21 ans japonaise au début du XXe siècle. On est à ce moment-là avec une patiente qui présentait une absence de pouls radial. Donc retenez que c'est une pathologie qui touche les femmes jeunes avec une absence de pouls, essentiellement absence de pouls radial au niveau des membres supérieurs. Alors, un point très important, ça sera la consultation préconceptionnelle. Pour que la grossesse se passe bien au cours de l'artérite de Takayasu, il faut planifier cette grossesse. Ça nous permettra de planifier une prise en charge multidisciplinaire avec les médecins qui suivent habituellement la patiente et les obstétriciens, et un dialogue qui sera mensuel entre les deux spécialités. Les consultations seront mensuelles dans le cadre de grossesses à risque, car nous allons le voir, ces grossesses présentent des risques pour la maman et pour l'enfant à naître. Ces risques, quels sont-ils ? Il y a une morbimortalité maternelle avec un risque de poussée hypersensive pour la maman et un risque d'événements ischémiques et notamment des AVC, des sténoses artérielles. Avoir un AVC quand on a 35 ans, c'est extrêmement grave. Il y a également un risque de prééclampsie et éclampsie chez la maman. Les risques de morbimortalité fœtale sont également fréquents au cours de cette maladie, avec des risques de perte fœtale, de retard de croissance intra-utéraux et des risques de prématurité. Revenons sur les risques maternels. Ici, je vous expose un tableau qui reprend les 15 publications qui ont résumé l'ensemble des grossesses au cours de la maladie de Takayasu. Et vous voyez que finalement, on arrive à un total de 500, un peu plus de 500 grossesses publiées dans la littérature sur près de 40 ans de publications, puisque les premières publications datent des années 80 jusqu'à actuellement dans les années 2020. Il y a une grande disparité en termes des pourcentages que je vais vous présenter dans ces différentes études, parce que d'abord, on ne prenait pas en charge de la même façon les grossesses et la maladie de Takayasu dans les années 80, dans les années 2000 et dans les années 2020. Il y a eu des progrès thérapeutiques, fort heureusement. Et puis d'autre part, ces études sont principalement issues de pays comme le Japon, la Chine, l'Inde, le Brésil, la Turquie, et finalement très peu de données européennes,
Et je vous ai mis en rouge les chiffres qui concernent probablement plus notre pratique à nous en France quand on prend en charge ces patientes, qui sont les 2 cohortes françaises, une de 2015, une de 2020, qui rapportent la description de ces grossesses au cours de la maladie de Takayasu en France. Donc vous voyez un âge moyen à la conception entre 25 et 30 ans. Le risque de rechute et d'activité de la maladie de Takayasu au cours de la grossesse n'est pas nul, puisqu'il est rapporté chez près d'une femme sur 5, 21%. Le risque d'hypertension est extrêmement fréquent chez ces patientes au cours de la grossesse, une femme sur 4, entre des pourcentages qui varient entre 24 et 28%. Le risque d'éclampsie ou de prééclampsie est lui aussi élevé, avec des pourcentages qui varient entre 10 et 24%, et un risque également de césarienne, des chiffres qui varient entre 16 et 47%. Je vous rappelle ici l'impact de la maladie de Takayasu sur la grossesse. Ici, je vous rapporte une étude turque qui a comparé des grossesses menées chez des femmes avant leur diagnostic de maladie de Takayasu, avant que le Takayasu se révèle, versus les grossesses présentées au cours de leur maladie. Et on voit que le risque de césarienne, d'infection, de prématurité est nettement plus élevé chez les patientes qui ont déjà le diagnostic comparé aux grossesses menées avant le diagnostic de maladie de Takayasu. Le risque de césarienne est à 68% quand on a déjà déclaré la maladie versus 39% quand on ne l'avait pas encore déclaré. Le risque d'infection est également plus élevé, 7,8% chez les patientes ayant le diagnostic de maladie de Takayasu versus moins de 1%. Et le risque de prématurité s'élève à 45% chez ces patientes qui ont déjà la maladie de Takayasu versus 12% avant la déclaration de la maladie. Notre étude française de 2015 rapporte également cette comparaison avec un risque de complications obstétricales au cours des grossesses avant le diagnostic de maladie de Takayasu qui est globalement autour de 6% versus 40% lorsque les grossesses sont menées au même moment que le diagnostic ou après le diagnostic de Takayasu. Toujours pour résumer, le risque d'hypertension. La grossesse augmente le risque de développer ou d'aggraver une hypertension chez ces patientes ayant une artérite de Takayasu. Cette hypertension sera soit de novo, c'est-à-dire déclarée, révélée au moment de la grossesse, ou alors une aggravation d'une HTA qui était déjà présente avant la grossesse. Et je le rappelle, des pourcentages qui varient globalement, une femme sur 4 présentera une aggravation ou une hypertension de novo, 24 à 28%. Le bon contrôle tensionnel avant la conception et pendant la grossesse est crucial au cours de cette maladie. Il n'y a pas de différence de morbimortalité périnatale, en tout cas sur les cohortes françaises. Le risque de prééclampsie-éclampsie varie entre 9 et 24% au cours de ces grossesses. Et la maladie de Takayasu multiplie par 10 le risque de complications obstétricales. Je le rappelle, la surveillance assidue de la tension artérielle durant toute la grossesse est essentielle. Venons-en au risque pour l'enfant à naître. Toujours en rouge, les chiffres issus des études françaises. Les chiffres de fausses couches sont autour de 10%, ce qui représente qu'il n'y a pas de surrisque de fausses couches quand on a une maladie de Takayasu par rapport à la population générale. En revanche, le risque de prématurité varie entre 8 et 21%. Le risque d'interruption médicale de grossesse est variable entre 2 et 3%. Le risque de retard de croissance intra-utéraux varie entre 5 et 15%. Mais la bonne nouvelle, c'est que la chance d'avoir un enfant à naître vivant, donc à la naissance, est entre 97 et 100%, ce qui est un excellent pronostic pour l'enfant à naître. Et vous voyez que les chiffres dans les autres cohortes, qui ne sont pas des cohortes européennes, qui sont des cohortes issues d'autres pays dans lesquels les patientes n'ont pas le même accès aux soins, peuvent être nettement moins bons. Il y a des chiffres autour de 50%, 68%, 70%. Donc,
Pas de surrisque de fausse couche spontanée, c'est-à-dire un avortement spontané avant 22 semaines au cours de la maladie de Takayasu. Un risque de prématurité entre 8 et 21% versus 7% dans la population générale. Et un risque de retard de croissance intra-utérin entre 5 et 14% versus 1 à 2% dans la population générale. Il faudra donc au cours de ces grossesses un suivi échographique biométrique régulier. Venons-en à un autre point capital à contrôler au cours de ces grossesses, c'est l'activité de la maladie. La définition de l'activité de la maladie au cours de l'artérite de Takayasu n'est pas évidente, mais nous reprenons de façon consensuelle les critères décrits par Kerr et Hall en 1994, qui reposent sur 4 critères. Un critère clinique, comme peuvent être la fièvre, les douleurs musculo-squelettiques, un critère biologique, qui est le syndrome inflammatoire, l'élévation de la CRP, un critère vasculaire, l'atteinte vasculaire clinique avec l'absence de pouls, l'aggravation d'un souffle vasculaire, la présence de carotidodynie, qui est très spécifique de la maladie de Takayasu, ou la présence d'une anisotension, c'est-à-dire une différence tensionnelle au niveau des membres supérieurs ou des membres inférieurs. Et puis un critère d'imagerie, qui est la modification des anomalies vasculaires à l'imagerie. Si une anomalie est présente, elle code pour 1. Et une maladie de Takayasu est considérée comme inactive, c'est-à-dire quiescente, si ce score est de 0 ou 1. En revanche, elle sera considérée comme active si ce score est au moins égal à 2, 2, 3 ou 4. Donc, puisqu'il y a 4 critères, on peut monter jusqu'à un score de 4. Ici, dans cette cohorte française, nous avons rapporté quel était le pourcentage de complications materno-fétales en fonction de l'activité de la maladie de Takayasu. Ce qu'on voit, c'est que globalement, le risque de complications obstétricales est globalement de 40%, mais si on sépare le groupe des grossesses en grossesse menée au cours d'une maladie de Takayasu active versus grossesse menée au cours d'une maladie quiescente, ce risque est nettement différent puisque les complications obstétricales quand on a une maladie active, c'est 64% versus 24% quand on a une maladie quiescente. Le risque des complications maternelles, c'est 82% quand on a une maladie active versus 10% quand on a une maladie quiescente. Ici, quelle est la temporalité de ces complications? On voit que finalement, au premier trimestre, il n'y a pas de différence en termes d'incidence de ces complications materno-fétales entre maladies actives ou inactives. En revanche, dès le deuxième trimestre, les courbes commencent à se séparer, en pointillé les malades qui ont une maladie active, en trait plein les malades qui ont une maladie inactive. Les courbes commencent à se séparer et les patientes qui ont une maladie active voient leur risque de complications materno-fétales devenir plus élevé. Et cette différence explose au troisième trimestre. En résumé, l'activité de la maladie de Takayasu augmente le risque de complications obstétricales et maternelles, surtout au deuxième et au troisième trimestre. Nous nous sommes intéressés à définir quels étaient les facteurs prédictifs de ces complications materno-fétales. Ce qu'on voit, c'est que finalement, quand on fume, on multiplie par 6 le risque de complications. Donc finalement, Takayasu ou pas, arrêter de fumer, indispensable pendant la grossesse. Et puis, le deuxième critère, c'était l'activité de la maladie qui ressortait avec un surrisque multiplié par plus de 10 quand on a une maladie active de faire ces complications. Le tabac et l'activité de la maladie sont les principaux facteurs de risque de ces complications. Je vais vous raconter maintenant l'histoire de la vraie vie rencontrée. Alors heureusement, on n'a pas ce type d'histoire tous les jours. C'est une histoire qui a été rapportée par nos collègues chirurgiens, une histoire qui se passe dans les années 2013. L'histoire d'une femme de 21 ans, originaire du Mali, qui n'a pas d'antécédent particulier. C'est sa première grossesse, G1P0, et elle consulte à 15 semaines d'aménorrhée pour une douleur abdominale associée à une asthénie, une perte de poids de 18 kg. Les médecins qui la prennent en charge à ce moment-là observent qu'elle a une absence de pouls radial droit, associée à un syndrome inflammatoire avec une CRP à 80 et une thrombocytose. À ce moment-là, elle bénéficie d'un angioscanner qui est défini comme normal avec un diamètre de son aorte thoracique descendante autour de 30 mm. Elle va reconsulter 2 mois plus tard, à 23 semaines d'aménorrhée,
avec toujours une fièvre, un syndrome inflammatoire persistant. L'angioscanner, réalisé de nouveau à ce moment-là, montre que le diamètre de l'aorte thoracique descendante a considérablement augmenté en quelques mois, puisqu'il est mesuré à plus de 43 mm. Le diagnostic de maladie de Takayasu est alors retenu, donc un diagnostic fait pendant la grossesse, et elle est traitée avec bolus de solimétrol, méthylprednisolone, une forte dose de corticoïdes, un relais 1 mg kg par prednisone par voie orale, associé à l'azatioprine, Limurel, qui est compatible avec la grossesse. Ici, vous voyez les planches sagittales de son scanner qui montrent des dilatations puis sténoses de son aorte descendante qui sont très impressionnantes. Et puis, vous voyez également l'enfant à naître. Donc ça, c'est un très beau scanner qui résume bien les deux combats qu'on va mener, contrôler des anomalies vasculaires qui peuvent être majeures et faire tout pour que l'enfant à naître naisse en bonne santé. Finalement, malgré ce traitement de corticoïdes associé à Limurel, elle reconsulte un mois plus tard, à 27 semaines d'aménorrhée. L'échographie montre que le fœtus présente un retard de croissance intra-utérin. L'angioscanner confirme que l'aorte s'est encore dilatée avec une aorte thoracique descendante mesurée maintenant à plus de 50 mm, donc ça a grossi de plus de 7 mm en moins d'un mois. La patiente va bénéficier d'une césarienne en urgence. Et puis, un mois plus tard, les chirurgiens vont pouvoir l'opérer avec la mise en place d'une prothèse aortique. Donc, je reviens sur l'importance de la consultation préconceptionnelle justement pour définir les éventuelles contre-indications à une grossesse, c'est-à-dire une maladie très active, très évolutive, une insuffisance cardiaque, une HTA qui n'est pas encore suffisamment contrôlée, sévère, des lésions vasculaires très évolutives qui vont nécessiter une intensification thérapeutique et donc de retarder un temps, en tout cas, la mise en route de la grossesse. Cette consultation va permettre d'adapter le traitement de fond avec le remplacement d'un immunosuppresseur potentiellement tératogène, le remplacer par l'azatioprine qui est parfaitement autorisé pendant la grossesse, et puis d'arrêter certains antihypertenseurs déconseillés au premier trimestre, contre-indiqués au deuxième et troisième trimestre, que sont les IEC, inhibiteurs de l'enzyme de conversion, et les ARA2. Il faudra évidemment envisager des alternatives thérapeutiques pour bien contrôler l'HTA avec la mise en place des inhibiteurs calciques. Je vous rappelle un site incontournable qui est le site du CRAT, Centre de référence des agents tératogènes, qui est très bien fait et rappelle toutes les contre-indications des médicaments et de l'imagerie au cours de la grossesse, au cours de l'allaitement. En pratique, qu'est-ce qui va se passer pendant la grossesse ? L'artérite de Takayasu doit être le plus quiescente possible, j'espère vous avoir convaincu. L'existence de signes d'activité de la maladie de Takayasu est associée à un mauvais pronostic obstétrical et maternel, principalement lié à l'HTA. Le suivi médical et obstétrical sera mensuel, avec un suivi clinique, tension artérielle, bandelette urinaire, recherche de signes d'activité de la maladie, les carotédodynies, les claudications de membres supérieurs, de membres inférieurs, des signes d'insuffisance cardiaque, des signes neurologiques, la recherche de complications obstétricales, douleurs abdominales, épigastralgie, œdème des membres inférieurs. Le suivi sera également biologique avec NFS, recherche de syndrome inflammatoire avec la CRP, recherche de la protéinurie avec la bandelette urinaire, les chiffres du iodogramme sanguin, de la créatinine, la glycémie, et puis les sérologies mensuelles habituelles si elles sont négatives, la toxoplasmose et la rubéole. Le suivi sera également échographique avec les 3 échographies obligatoires pour toutes les grossesses, 12, 22, 32 semaines d'aménorrhée. Et puis les échographies seront plus fréquentes s'il y a des antériorités d'HTA ou d'HTA de novo aggravées au cours de la grossesse, des antécédents obstétricaux. Et puis ces échographies pourront être couplées à des dopplers utérins et ombilicaux à partir de la 22e semaine. Le traitement pendant la grossesse sera évidemment adapté à la sévérité et à l'évolutivité de la maladie et ils devront être compatibles avec la grossesse. Tout ça dans une balance entre parfaitement contrôler la maladie de Takayasu pour qu'elle soit la plus quiescente possible et veiller au bon déroulement de la grossesse et la bonne santé de l'enfant à naître. Pendant la grossesse et l'allaitement, quels sont les traitements qui vont être autorisés et ceux tolérés ou contre-indiqués? Les médicaments autorisés, l'aspirine, pas de problème. On les arrêtera, alors selon les habitudes, à 35, 36, 37 semaines d'aménorrhée, il n'y a pas de règle évidente.
Les corticoïdes, la prednisone, pas de problème, on essaye d'être à un chiffre inférieur à 5 mg par jour. L'azatioprine, l'Immurel, pas de problème, 2 mg par kilo par jour. Et les inhibiteurs calciques, néphédipine, nicardipine, pour le contrôle tensionnel au cours de la grossesse. Les médicaments tolérés, ce sont les anti-TNF-alpha, notamment, qu'on utilise assez fréquemment dans les maladies de Takayasu un peu plus sévères. On préférera le certolizumab à l'infliximab si on peut, parce que le certolizumab a un passage placentaire qui est plus faible, de moins de 4%. Et donc ça nous permettra de considérer l'enfant à naître moins longtemps immunodéprimé. Le certolizumab, on considérera l'enfant à naître immunodéprimé jusqu'à ces 2 mois et demi après la dernière injection de certolizumab maternel. L'infliximab, il faudra attendre 6 mois et donc ça décale d'autant le calendrier vaccinal pour l'enfant. Les antirécepteurs de l'IL-6, principalement donc le tocilizumab, qui peut se donner par voie sous-cutanée ou par voie intraveineuse, on a moins de recul de cette biothérapie par rapport aux anti-TNF. Donc si on peut, on le switchera vers le certolizumab, un anti-TNF avec un faible passage placentaire. Maintenant, le recul des données qu'on a sont plutôt rassurantes chez les femmes qui mènent une grossesse sous tocilizumab. Les médicaments qui, eux, sont formellement contre-indiqués pendant la grossesse, méthotrexate, cyclophosphamide, Cellcept, IEC, ARA2, je vous l'ai déjà dit. Quelles sont les imageries vasculaires qu'on va pouvoir proposer aux femmes pour surveiller leur maladie de Takayasu? L'échodoppler, pas de problème. La seule limite, c'est que certaines topographies vasculaires ne sont pas facilement accessibles avec l'échodoppler. Et si on a un doute sur l'évolutivité de certaines sténoses artérielles, il faudra proposer angio-IRM ou angio-scanner. L'angio-IRM a l'avantage d'être moins irradiant que le scanner et donc on privilégiera une IRM. Pensez toujours au tablier de plomb quand vous faites ces examens. Là encore, le site d'ECRAT résume très bien les imageries et les traitements autorisés. Que faut-il retenir? Les grossesses concomitantes ou après le diagnostic de maladie de Takayasu multiplient par 10 le risque de développer des complications obstétricales comparativement aux grossesses menées avant la maladie. Les complications obstétricales sont fréquentes, environ 40% au cours de la maladie de Takayasu, prééclampsie, éclampsie 24%, risque de prématurité autour de 10%, retard de croissance intra-utéron, mort fœtale 5%. Des complications plus spécifiques de la maladie de Takayasu surviennent dans 39% des cas, et notamment avec une apparition d'une HTA de novo ou une aggravation de cette HTA dans un cas sur 4. Et ces complications surviennent essentiellement au cours du 2e et du 3e trimestre. L'activité inflammatoire de la maladie de Takayasu est associée à un pronostic défavorable pour la grossesse. Une complication cardiovasculaire, comme des AVC, peuvent survenir chez plus de 5% des patientes enceintes avec une maladie de Takayasu. Le bon contrôle de la maladie de Takayasu et de la pression artérielle avant la conception et pendant la grossesse sont cruciaux pour améliorer les pronostics maternaux et fœtaux. Les grossesses au cours de la maladie de Takayasu sont des grossesses à haut risque, imposant une étroite collaboration entre les médecins et les obstétriciens. Je vous remercie de votre attention et j'en profite pour vous rappeler l'existence du groupe de recherche sur les grossesses et les maladies rares, qui est un recueil prospectif. Dès que vous avez une patiente ayant une maladie rare qui tombe enceinte, n'hésitez pas à nous contacter pour un recueil prospectif des données. Et puis pour terminer, la vue que nous avons au 5e étage à la Riboisière, qui permet en ces temps de couvre-feu alternant avec des confinements de nous évader un petit peu. Je vous remercie de votre attention.